Oui, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, je vais essayer de vous apporter un éclairage qui sera, je pense, assez complémentaire de celui de Madame Levaillant, autour de 3 points principaux. Alors, d'abord, un point sur les ambitions de développement économique et industriel de l'Inde. Ensuite, je montrerai effectivement en quoi la politique étrangère de l'Inde est désormais aussi perçue comme un moyen direct d'accélérer le développement national et de moderniser le pays. Et puis, j'aborderai également le partenariat franco-indien, mais je dirais plus largement les relations, vous l'avez mentionné, entre l'Inde et l'Union européenne, qui, selon moi, on a peut-être un point de divergence, semble plutôt connaître une nouvelle impulsion ces dernières années. Alors, commençons peut-être par les ambitions de l'Inde en matière de développement économique. Donc, le développement économique de l'Inde, aujourd'hui, c'est une condition sine qua non pour lui permettre d'émerger en tant que grande puissance sur la scène internationale. Et on voit que l'Inde met en avant 2 arguments pour légitimer cette aspiration. Alors son poids démographique, bien sûr, vous l'avez rappelé, l'Inde est aujourd'hui le pays le plus peuplé du monde, mais aussi son potentiel économique et technologique. Alors sur le point démographique, il faut rappeler qu'au-delà du fait que c'est aujourd'hui le pays le plus peuplé du monde, les dynamiques lui sont quand même très favorables. Je voudrais rappeler que la population indienne va continuer à augmenter jusqu'à environ 2060, où elle atteindra 1,7 milliard d'habitants. Au même moment, la Chine en comptera 1,1 milliard, ce qui veut dire concrètement qu'en 2060, vous aurez 600 millions d'Indiens de plus que de Chinois, et ça signifie qu'au niveau global, le grand réservoir de main-d'œuvre des prochaines décennies sera en Inde. Alors sur le plan, cette réalité démographique, en réalité aujourd'hui en Inde, elle constitue d'ores et déjà un des défis les plus pressants au niveau politique, à savoir le manque d'emploi. Donc chaque année, vous avez quand même 14 millions de jeunes Indiens qui font leur entrée sur le marché du travail, avec un secteur formel qui peine à absorber toute cette main-d'œuvre. Et ça engendre 2 phénomènes. Vous avez des jeunes, y compris des jeunes diplômés, qui n'ont d'autre choix que de se tourner vers le secteur informel. Le secteur informel en Inde, c'est encore 90% de l'emploi total, ou alors de se retrouver au chômage. Et actuellement, vous avez un vrai phénomène de chômage chez les jeunes diplômés qui touche un tiers de ces jeunes diplômés. Alors cette question du manque d'emploi de qualité, elle rend difficile la hausse du niveau de vie. Alors certes, vous avez eu des progrès conséquents qui ont été réalisés en matière de réduction de l'extrême pauvreté. Donc je rappelle ici que l'extrême pauvreté, c'est 2,15 $ par jour selon la Banque mondiale. Elle a été quasiment divisée par 2 en Inde entre 2011 et 2021 pour atteindre aujourd'hui 13%. Mais si vous prenez un autre critère, qui est celui des 3,65 $ par jour, donc c'est finalement pas beaucoup plus, et qui est plus représentatif compte tenu du niveau de développement de l'Inde, c'est en réalité 44% de la population indienne qui est encore en dessous de ce seuil de pauvreté. Et cette réalité, elle se reflète par l'ampleur des programmes sociaux en Inde. Vous avez 814 millions de personnes qui bénéficient encore d'aides alimentaires. 814 millions. Alors, c'est pourquoi, peut-être, sur le front économique, le gouvernement indien met évidemment davantage en avant le potentiel de développement futur que la réalité de sa puissance économique actuelle, puisque tout le monde s'accorde sur ce potentiel, la réalité, évidemment, est plus sujette à débat. Le concept clé pour saisir cette approche, c'est celui d'Amrit Kal. En hindi, ça voudrait dire quelque chose comme période de prospérité. Il a été introduit donc en 2022 par le Premier ministre Modi, et c'est un terme qui fait référence aux 25 années allant de 2022 à 2047. Vous l'avez rappelé, Madame la vice-présidente, 2047, c'est une échéance hautement symbolique en Inde, puisque ça sera le centenaire de son indépendance. Et donc, sur ces 25 années, l'Inde veut avoir une période, je cite, de progrès exceptionnel, à l'issue de laquelle elle doit opérer sa transition vers le statut de pays développé et donc par expansion de grande puissance. Or, pour atteindre cet objectif, l'Inde devrait enregistrer une croissance moyenne annuelle de 8 à 9%, ce qui est quand même ambitieux. En moyenne, depuis les réformes de libéralisation de 1991, on est plutôt autour de 6%, ce qui sera d'ailleurs à peu près la croissance cette année. Alors, c'est un rythme qui est déjà soutenu quand on compare au taux européen aujourd'hui. Mais là aussi, quand on creuse, il semble que cette croissance économique, elle est surtout profitée aux 10%, je dirais, des plus riches de la population indienne, dont le salaire a progressé 3 fois plus vite que le reste de la population depuis 1980. Ce qui fait, selon moi, courir le risque d'une fracture sociale grandissante
entre une Inde qui s'enrichit à grande vitesse, qui épouse les modes de consommation occidentaux, et celle qui reste en retrait. Donc les défis économiques restent quand même considérables. Je rappelle aussi que l'agriculture, qui emploie près de la moitié de la main-d'œuvre indienne, est encore très faiblement productive, c'est 15% du PIB. J'y reviendrai, mais l'industrie peine à décoller, puisque l'Inde est en réalité passée directement à une économie de services, en sautant l'étape de l'industrialisation, avec une très grande réussite qui est celle des services informatiques que l'Inde exporte massivement à l'étranger et qui lui rapporte à lui seul près de 200 milliards de devises par an. Alors l'industrialisation, elle est au cœur du programme économique du BJP et au-delà de cet enjeu de l'emploi, elle vise bien sûr à renforcer son autonomie stratégique. On parle en Inde d'Atmanirbhar Bharat, qui veut dire l'Inde autosuffisante. Je rappelle aussi que l'Inde dépend encore fortement des importations de biens industriels, et notamment en provenance de Chine, son voisin avec lequel elle partage une frontière disputée, ce qui la place dans une position assez délicate d'avoir son principal rival comme premier partenaire commercial. Donc parmi les programmes phares, on peut citer le Make in India, qui a été lancé par Narendra Modi en 2014. Donc là, l'objectif, il est simple, attirer des investissements étrangers dans des secteurs clés pour développer l'industrie locale. Vous avez aussi toute une série de schémas incitatifs sur environ 14 secteurs, l'automobile, la téléphonie, les panneaux solaires, etc. Et là, l'idée, en fait, c'est d'octroyer des subventions publiques massives aux investisseurs qui seraient prêts à aller investir en Inde sur ces secteurs. Alors, quel bilan ? Eh bien, oui, les exportations indiennes ont doublé depuis le lancement du programme Make in India il y a 10 ans, mais la part de l'industrie manufacturière dans le PIB, elle stagne à 15-16%, ce qui est bien en dessous de l'objectif des 25% que l'Inde s'était fixé pour 2022. En fait, la stratégie du Make in India, elle réussit dans les secteurs qui sont liés à la commande publique, et notamment le secteur de la défense, Madame Levaillant l'a mentionné, où les entreprises étrangères, finalement, n'ont pas d'autre choix que de céder des transferts de technologie pour rester compétitives. Alors, le développement industriel, il est freiné par la faible qualité de la main-d'œuvre indienne, qui renvoie à un autre sujet plus large, qui est celui de la qualité de l'éducation en Inde, et son protectionnisme. L'Inde applique parmi les droits de douane les plus élevés des économies émergentes. Elle les a d'ailleurs relevés ces dernières années, de 13 à 18% entre 2016 et 2022. Et donc c'est tout le paradoxe du modèle économique indien qui veut attirer des investisseurs étrangers, mais qui durcit ces mesures protectionnistes. Alors mon deuxième point donc, sur la stratégie partenariale de l'Inde comme outil de son développement national. On a parlé de la stratégie de multi-alignement sur laquelle je ne vais pas revenir. L'idée, c'est effectivement d'extraire tous les gains possibles que l'Inde peut obtenir de ses partenaires, avec une idée forte aussi, qui est que la diplomatie doit se mettre au service du développement de l'Inde. Et donc, en dehors des enjeux qui ont été abordés par ma collègue, je distinguerai également 3 priorités de la politique étrangère de l'Inde qui ont guidé les partenariats de ces dernières années: attirer des investissements étrangers, obtenir des transferts de technologie et conclure des accords dits de mobilité qui en réalité permettent à l'Inde d'envoyer sa main-d'œuvre à l'étranger. Quelques exemples récents de partenariats: les accords commerciaux. Donc l'Inde a renoué avec la tradition des accords commerciaux ces dernières années, mais sur des modalités un peu différentes. Donc ce sont généralement des accords plus transactionnels qui ciblent des périmètres plus restreints. On peut citer notamment l'accord de libre-échange en 2002 avec l'Australie, qui lui a permis de lever des droits de douane sur l'importation de minerais critiques, et notamment de charbon. Je rappelle que l'Inde dépend encore aux 3/4 de charbon pour sa production électrique, en échange de visas pour les travailleurs indiens. De même, l'accord de 2024 avec l'Association européenne de libre-échange, qui là encore prévoit des concessions tarifaires ciblées, en échange d'un engagement d'investissement substantiel en Inde de la part de ces pays. Alors, au-delà des accords de libre-échange, on voit que l'Inde a aussi multiplié ces dernières années les accords sur les technologies émergentes. Alors, l'idée, là encore, est d'acquérir certaines technologies critiques. Donc, historiquement, la Russie et la France ont cédé et concédé des transferts de technologies significatifs à l'Inde, mais l'Inde attend maintenant d'autres pays occidentaux des transferts similaires. C'est par exemple dans ce contexte qu'il faut comprendre l'initiative pour les technologies critiques et émergentes qui a été signée en 2023 avec les États-Unis. Et là encore, l'objectif, c'est vraiment de faciliter le co-développement et la coproduction de technologies critiques et émergentes. Très concrètement, pour vous donner un exemple, vous avez une entreprise américaine qui produit des semi-conducteurs qui a investi dans le Gujarat. On a vu aussi des partenariats similaires, encore une fois, vraiment sur ces questions technologiques, récemment avec le Japon, avec Taïwan, avec Israël
Et avec l'Union européenne, j'y reviendrai. Enfin, la question des chaînes d'approvisionnement, qui est un enjeu majeur pour l'Inde. Je l'ai dit, donc l'Inde, elle partage avec les pays occidentaux cet objectif de réduction de ses dépendances à la Chine, ce qui lui permet aussi en fait, d'en tirer quelques opportunités, puisqu'elle veut aujourd'hui se positionner comme une alternative crédible en tant que hub manufacturier, alternative crédible à la Chine. Et vous avez par exemple aujourd'hui Apple qui a décidé de mettre une partie de ses unités de production de la Chine vers l'Inde. Donc Apple produit déjà 14% des iPhones en Inde, l'objectif étant d'atteindre 25% de la production d'iPhone d'ici 2027. Enfin, dernier point, quelle place de la France et de l'Union européenne dans la stratégie de l'Inde? Et cette stratégie est-elle compatible avec nos intérêts en tant que Français et Européens? Alors un mot sur l'Union européenne. Effectivement, historiquement, la France est de loin le partenaire privilégié de l'Inde au sein de l'Union européenne. Mais il me semble que ces dernières années, l'Inde accorde quand même davantage, je dirais, d'attention à l'Union européenne comme entité collective, avec notamment la relance des négociations pour un accord de libre-échange en 2021, le lancement en 2022 du Conseil du commerce et des technologies, ou encore le projet IMEC, India Middle East Europe Corridor, qui a été annoncé en 2023, en marge du G20, et qui est ce projet de corridor qui vise à créer un grand corridor, notamment logistique, reliant l'Inde à l'Europe, en passant par le Moyen-Orient. Donc la conclusion de cette ALE revêt quand même une importance stratégique pour l'Inde. Ça lui permettrait de nouer un partenariat commercial avec un pôle économique majeur. Et ça s'inscrit aussi dans sa stratégie, je dirais, de défense d'un monde multipolaire. Mais effectivement, la négociation de l'ALE, on pourra peut-être en reparler, elle est emblématique d'un projet qui bénéficie d'une forte volonté politique, mais qui se heurte aujourd'hui à la difficulté, je dirais, des discussions techniques. Alors, je pense que sur l'ALE, compte tenu des récentes déclarations de Trump sur les droits de douane réciproques, on peut toutefois s'attendre à ce que l'Inde accélère les discussions, et ce qui nous met en tout cas, nous, Européens, aussi en position de force pour pousser nos intérêts. Il me semble aussi que Delhi cherche désormais à nouer des relations plus directes avec d'autres États membres de l'Union européenne. Un rapprochement significatif a en ce sens eu lieu avec l'Allemagne, qui a promis 10 milliards d'euros en 2022 pour soutenir la transition énergétique de l'Inde. L'objectif de l'Allemagne, c'est aussi de favoriser donc une filière indienne d'hydrogène vert, dont elle pourrait bénéficier pour ses propres besoins énergétiques. Elle cherche aussi à se positionner comme un fournisseur de défense, de matériel de défense, de même que d'autres pays européens, l'Italie, l'Espagne ou la Pologne. Je conclus sur la France. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Madame Levaillant. C'est effectivement sans conteste un des partenaires aujourd'hui les plus importants pour l'Inde, avec, je pense, une relation qui est très fortement dynamisée par des rencontres au sommet régulières. Mais ce qui me semble important ici, c'est effectivement de ne pas forcément chercher à approfondir le partenariat pour le seul objectif de l'approfondir, mais de définir aussi clairement nos intérêts et nos attentes vis-à-vis de l'Inde, qui, vous l'avez rappelé, ne se considère pas comme un allié, mais comme un partenaire, quitte à effectivement adopter une approche plus transactionnelle sur certains dossiers. Voilà, merci beaucoup, c'était très complet. Alors, Pascal Alizard.